Donc on revient sur les premières heures de ce déplacement présidentiel, marqué donc à la mi-journée par une déclaration très importante concernant le chlordécone. Au Morne Rouge, le chef de l'État a notamment évoqué d'éventuelles réparations individuelles et annoncé une volonté d'aller vers un taux chlordécone zéro pour l'alimentation. Je vous propose de l'écouter. D'abord, nous devons beaucoup mieux contrôler la présence de chlordécone et donc les limites maximales de résidus pour tous les aliments, y compris et à commencer par les aliments importés. Aujourd'hui, il y a un biais de concurrence lié au fait qu'on a ce contrôle sur les éléments produits sur le territoire, mais pas sur certains éléments régionaux qui peuvent être aussi dommagés. Et donc, dans le plan de contrôle, nous allons mettre en place ceci. Deuxième point, je souhaite que collectivement, nous inscrivions nos efforts pour aller vers le zéro chlordécone dans l'alimentation. C'est la seule chose qui a du sens. Je ne sais pas vous dire, en responsabilité, si le seuil doit être de 25, de 30, de 40. Nous devons tendre vers le zéro. C'est exactement ce que vous avez fait d'ailleurs ici, en changeant vos structures. Et donc ça suppose de savoir prendre le temps, d'accompagner l'ensemble de nos filières, d'investir non pas pour indemniser, mais pour transformer, réorienter nos filières et permettre que tout le monde sur le territoire de la Martinique, comme sur celui de la Guadeloupe, puisse produire une alimentation de qualité sans chlordécone. L'État a sa part de responsabilité, dit-il. L'État a sa part de responsabilité parce que tout le monde savait, donc au gouvernement successif, donc que la dangerosité du chlordécone qui avait été révélée une quinzaine d'années avant son interdiction définitive sur le territoire français. La responsabilité de l'État implique également, quand on est responsable d'une faute envers quelqu'un, donc on commet un préjudice envers cette personne ou envers une collectivité, une communauté. Ça implique des réparations. Des réparations. Ça implique des réparations. Des réparations. Alors évidemment, tout le monde voit déjà, enfin certains voient déjà une indemnisation au cas par cas, individu par individu. Non, a-t-il dit, c'est impossible. Budgétairement parlant, ce sera insoutenable et politiquement parlant, ce sera insupportable. Est-ce que vous comprenez le sentiment d'injustice qui persiste en Martinique concernant ce fléau? Tous les gros scandales sanitaires en France ont eu un procès, comme par exemple la vache folle, le sang contaminé, mais pas celui du chlordécone. Comment expliquez-vous cela? Alors, le sujet de la chlordécone, il est extrêmement pénible pour nous tous. D'abord parce que c'est des situations humaines dont on parle. L'action que je mène et que mènent les services de l'État, d'abord c'est de reconnaître qu'il y a un scandale. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en Martinique le dire en 2018. Il a dit il y a un scandale environnemental. Près de 700 ans dans les sols. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Réparation collective d'abord, c'est le sens du plan d'action mis en place depuis 10 ans pour la recherche scientifique, la prévention, les contrôles, la dépollution. Il y avait un aveuglement à cette époque-là. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille de façon très forte, c'est indemniser les travailleurs agricoles. Certains voient déjà une indemnisation au cas par cas, individu par individu. Non, a-t-il dit, c'est impossible. Budgétairement parlant, ce sera insoutenable et politiquement parlant, ce sera insupportable. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille de façon très forte, c'est indemniser les travailleurs agricoles. Vision yo, projet yo, c'est pacifier nous. Il n'y a pas qu'à chercher la paix sociale. La paix sociale, c'est la justice. La paix sociale, c'est l'ordre public. D'accord? La pacification, c'est que, en réalité, il y a refusé l'ordre public, parce qu'il y a refusé la justice. Et il m'a rappelé, en fait, qu'en 2018, Macron venait ici à la préfecture Martinique, et il dit clairement, en fait, que, en effet, l'État, des élus et des chefs d'entreprise, en fait, responsables, en fait, d'empoisonnement, et qu'ils ont fait esprit, et c'est pour des raisons économiques. D'accord? Il dit ça clairement. Et il dit qu'en effet, eh bien, penser réparation, c'est un bagage qui gisse. Mais en même temps, à même moment, il a dit aussi que, mais il ne peut pas, ça est irresponsable d'y penser réparer ces victimes-là. Parce que ça va coûter notamment trop cher.
Certains voient déjà une indemnisation au cas individu par individu. Non, a-t-il dit, c'est impossible. Budgétairement parlant, ce sera insoutenable. Et politiquement parlant, ce sera insupportable. Bien, autrement dit, premier magistrat de l'État français met ordonnancement institutionnel, en tout cas en termes de fonction, et bien Cavini dit nous en fait que pas compter en les réparations ces victimes-là, autrement dit, pas compter en la justice, pas compter que vous avez capé, vous êtes victime de la justice, pas compter que vous avez capé réparation, pas compter que c'est criminel-là en fait qui est empoisonné, qui est condamné, qui est passé devant, qui a demandé, qui a assumé responsabilité, parce que, en effet, lui décidé qu'en fait que ça n'est pas possible, parce que ça va coûter trop cher et c'est que ça irresponsable. Et Cécile Mar nous a rejoint. Bonsoir Cécile. Alors avec vous, on va continuer à explorer un peu ces déclarations qui sont parfois contradictoires. Oui, tout à fait. C'est ce que vient de dire Corinne Jean-Joseph. Alors il y a deux plans qu'il faut voir. D'abord, il y a le premier plan, le plan des nouveautés, un discours un petit peu nouveau. Le vocabulaire, reconnaître le scandale environnemental, reconnaître la responsabilité de l'État, même partiellement. C'est un discours qu'on n'avait encore jamais entendu. Il y a seulement 3 mois, souvenez-vous, Nicolas Hulot vient ici et lorsqu'on lui pose la question, il dit mais c'est quand même pas l'État qui a mis du chlordécone. Donc on est vraiment dans un discours tout à fait nouveau sur la responsabilité de l'État. Maintenant pour le second plan. Le président, il emploie le terme réparation. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pour dire qu'il n'y aura pas de réparation finalement. Il ne répond pas aux demandes d'indemnisation des marins pêcheurs, ni à celles des agriculteurs, ni à celles de la population en général. Il tient exactement le même discours qu'Agnès Buzyn en début d'année, de dire que les études scientifiques n'ont pas apporté la preuve que le chlordécone causait le cancer de la prostate. Ce n'est quand même pas ce que disent les scientifiques. Alors voilà où on en est pour l'instant. Alors ce chantier ouvert sur les maladies professionnelles dont le président de la République a parlé, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Justement, rien du tout. Et c'est effectivement ce que pointe notre collègue Corinne Jean-Joseph. Ça ne peut rien vouloir dire. Pourquoi ? Parce que les maladies professionnelles, qu'est-ce que c'est qu'une maladie professionnelle ? C'est une maladie qui est causée par le travail que vous exercez. À partir du moment où le président de la République dit « le chlordécone ne cause pas le cancer de la prostate », qui est la maladie la plus documentée en matière de chlordécone, ce registre professionnel, il va concerner quelle maladie ? Il ne peut pas concerner le cancer de la prostate, la maladie la plus documentée, donc il ne concernera aucune maladie, concrètement. Donc il n'y aura aucune maladie reconnue, et c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, on peut d'autant plus penser ça qu'en France, de toute façon, les maladies qui sont liées aux pesticides, elles sont très peu nombreuses à être reconnues. Il y a une 50aine de cas en totalité. Et il dit qu'en effet, eh bien, que penser réparation, c'est un bagage qui gisse. Mais en même temps, à un même moment, il a dit aussi que mais il ne peut pas, ça est irresponsable d'y penser réparer ces victimes-là, parce que ça va coûter notamment trop cher. On revient sur cette annonce concernant le chlordécone ce matin. Je vous propose d'écouter à nouveau le président de la République qui a également évoqué, et Jean-Marc Party le disait à l'instant, des réparations pour ceux qui ont été particulièrement exposés. On l'écoute. La question qui se pose, autant le dire franchement, c'est celle d'une réparation individuelle lorsqu'elle est possible. L'état des connaissances scientifiques, qui est aujourd'hui le nôtre, permet de constater la présence de chlordécone dans le corps humain. Mais il ne permet pas de certifier que cette présence a un effet sur la santé humaine. Toutefois, on présume le lien avec des naissances prématurées, des retards de développement cérébral et d'autres pathologies, mais il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques établies de cela. Et donc, je ne serai pas responsable à dire qu'il y a une réparation individuelle pour tous ces cas, parce que ça n'est pas avéré. Jean-Claude William, oui. Emmanuel Macron prend-il un risque politique en parlant ainsi de réparation concernant ce problème de chlordécone ? Non, écoutez, moi je crois que d'abord, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse parler de déclaration historique. On a tendance à faire un usage un peu inflationniste de l'adjectif historique. Cela dit, c'est évidemment... C'est quand même la première fois qu'un chef C'est la première fois, c'est aussi la première fois, il y a quelques mois, que l'on a déclaré que le président Macron a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'est très fort. Mais excusez-moi, ça ne mange pas vraiment de pain. Et d'une certaine manière, c'est un peu peut-être ce que l'on pourrait penser, parce que je crois que le grand mérite de la déclaration, c'est qu'elle existe, avec des termes forts, scandale d'État, nécessité de réparer, réorganisation des filières, c'est important,
Mais sur la réparation, et c'est là où le président se montre très franc, il dit clairement qu'en réalité, compte tenu du fait qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre l'exposition à la chlordécone, moi je dis là, à la chlordécone et à la maladie, eh bien, il faut à ce moment-là voir si on ne pourrait pas imaginer... Il y a quelque chose de contradictoire, si vous voulez, dans ces deux déclarations. Mais absolument, c'est pas contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. Ce qu'elle dit, oui, c'est scandaleux. Oui, il faut réparer, mais on ne peut réparer que lorsque la relation est avérée, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, c'est contradictoire dans le sens tournons-nous vers les maladies professionnelles. Voilà, c'est ça. Bel et bon. Sauf que précisément, souvenons-nous de l'amiante. Et la manière dont les gens exposés à l'amiante ont été traités. Ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, compte tenu du fait que on a laissé traiter les choses, les maladies professionnelles ne concernent pas rarement la chlordécone. Et il faudra par conséquent en rapporter la preuve, et je crois que c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est d'ailleurs la même démarche que celle qui concerne les sargasses. On dit que les sargasses c'est épouvantable. Parfaitement bien. Il faut réparer. Tout à fait. Sauf que précisément, les sargasses, pour être réparés, doivent être considérés les dommages dus aux sargasses ne peuvent être réparés que si il s'agit d'une catastrophe naturelle. Sauf que cependant, évidemment, on ne peut pas considérer les sargasses comme relevant des catastrophes naturelles, puisqu'il y a une législation ancienne qui doit évoluer, qui ne le fait pas, qui ne le reconnaît pas. L'action que je mène et que mènent les services de l'État, d'abord c'est de reconnaître qu'il y a un scandale. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en Martinique le dire en 2018, il a dit il y a un scandale environnemental. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille de façon très forte, c'est indemniser les travailleurs agricoles. Jean-Marc Party, qui dit donc responsabilité, dit responsable également, et pas seulement du côté de l'État. Est-ce qu'on va chercher aujourd'hui, maintenant, à identifier des responsables ? Alors, espérons que cette déclaration va ouvrir la porte vers des responsabilités individuelles. C'est vrai que beaucoup de personnes ont des responsabilités indirectes dans le fait que le chlordécone ait été utilisé. Mais tout de même, c'est à la demande des principaux planteurs de bananes qui ont obtenu des autorisations au-delà des dates limites d'interdiction par différents ministres de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'ils ont forcément fait du lobbying intensif pour arriver à ce résultat. Voilà, donc on sait qui a été demandé cette autorisation. On sait quels sont les ministres de l'Agriculture qui ont autorisé. On sait quels sont les ministres des Dom-Tom ou de l'Outre-mer, cela dépend des époques, les appellations ont changé. Quels sont les premiers ministres et les présidents de la République qui ont autorisé, qui ont signé ou contre-signé les différents arrêtés. Quand le président parle de scandale d'État, est-ce que finalement ça ne dédouane pas tous les autres responsables, entre guillemets? Non, disons en particulier, je pense à ces grands planteurs dont non, scandale d'État dans la mesure où l'État n'a pas agi avec suffisamment de vigilance pour véritablement imposer l'interdiction telle qu'elle était édictée, telle qu'elle était énoncée. Mais de notre côté, effectivement, il y a des personnes qui sont à l'origine directe de l'importation, de l'achat et de l'introduction du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. On sait qui sont ces personnes. Mais de notre côté, effectivement, il y a des personnes qui sont à l'origine directe de l'importation, de l'achat et de l'introduction du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. On sait qui sont ces personnes. Alors justement, des plaintes sont en cours d'instruction. Oui. Est-ce que cette déclaration du président de la République pourrait être de nature à faire accélérer les procédures? Alors pas accélérer les procédures, mais en tout cas à donner de l'espoir à nouveau à celles et ceux des associations qui ont porté plainte en Guadeloupe et en Martinique, qui attendent depuis une douzaine d'années que ces plaintes soient sérieusement instruites. Or, il faut reconnaître qu'elles sont passablement ralenties depuis ce temps. Là, je suis peut-être déjà empoisonné, je ne sais pas. Ce monsieur qui a établi ce rapport, il a reçu des menaces de mort. Cette molécule, initialement présumée innocente, est devenue largement présumée coupable. Son pas est lent. Monsieur Bulin souffre.
Un cancer de la prostate, de graves insuffisances respiratoires, une gastrite, une infection de la gorge. Ces pathologies ressemblent à ces médicaments. Elles sont innombrables. Un cancer de la prostate, de graves insuffisances respiratoires, une gastrite, une infection de la gorge. Ces pathologies ressemblent à ces médicaments. Elles sont innombrables. On m'a saccagé. On m'a détruit. Frédéric Bulin était agent sanitaire. À ce titre, il a manipulé pendant toute sa carrière, et sans précaution, l'ensemble des pesticides utilisés aux Antilles, notamment ceux qui servaient à traiter les bananeraies. On s'est servi de la Guadeloupe pour expérimenter plusieurs produits. 1980, les bananes antillaises sont en danger. Un minuscule coléoptère grignote les plantations. C'est le charançon et c'est le traitement qu'il a fallu inventer pour tuer ces bestioles. À 15 ans, Daniel Burnet travaillait dans les bananeraies avec son père. Le chlordécone, il le manipulait à main nue. Donc on mettait le t-shirt sur le nez, comme ça. Voilà. Son père est mort. Il souffrait aussi d'un cancer de la prostate. Les doutes ne sont plus permis. Depuis cette année, une étude médicale au-dessus de tout soupçon a établi un lien formel entre cancer de la prostate et chlordécone. Elle a été menée par ce professeur du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc cette étude est la première à montrer l'impact sanitaire du chlordécone, qui jusque-là n'était qu'une étude de sol, une étude d'alimentation, mais pour laquelle on n'avait pas encore d'un lien avec une maladie. Donc cette étude est la première à montrer l'impact sanitaire du chlordécone, qui jusque-là n'était qu'une étude de sol, une étude d'alimentation, mais pour laquelle on n'avait pas encore d'un lien avec une maladie. Qui savait ? Qui aux Antilles a pris le risque de faire venir ce produit alors que les États-Unis l'avaient jugé trop dangereux et interdit dès 1976 à la suite d'une contamination de masse dans cette usine, en Virginie. Selon l'avocat Harry Durimel, les grands cultivateurs de bananes ne pouvaient pas l'ignorer, ni les autorités sanitaires, ni l'État français. La banane, ça rapportait à une certaine caste et il fallait faire ce qu'il fallait pour que cette caste prospère. La banane, ça rapportait à une certaine caste et il fallait faire ce qu'il fallait pour que cette caste prospère. Il a donc porté plainte contre l'État et a bien failli abandonner. 4 ans de pression, de menaces, de procédures pour qu'enfin sa plainte soit jugée recevable. L'enquête judiciaire peut désormais commencer. Le vrai combat, ça serait d'obtenir, comme pour le sang contaminé, et pour l'amiante, qui est une loi d'indemnisation, pour que les agriculteurs pris individuellement qui sont ruinés n'aient pas à faire chacun un procès. Ça implique des réparations. Des réparations. Alors évidemment, tout le monde voit déjà, en fait, certains voient déjà une indemnisation au cas par cas, individu par individu. Non, a-t-il dit, c'est impossible budgétairement parlant, ce sera insoutenable et politiquement parlant, ce sera insupportable. Dans les colonnes du quotidien, le docteur Bellepomme, auteur d'un rapport controversé, parle d'un scandale plus grave que celui du sang contaminé. 2 plans successifs chlordécone voient le jour pour limiter les conséquences sanitaires de ce pesticide. De nombreuses zones au large de la Martinique et de la Guadeloupe sont interdites à la pêche. On pousse les pêcheurs à changer de métier. Plus grave encore, le lien entre chlordécone et augmentation du nombre de cancers de la prostate semble établi. Il existe une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate lorsqu'on a été exposé au chlordécone. Et toujours selon une étude de l'INSERM, l'exposition au chlordécone a des effets sur le développement intellectuel et moteur des nourrissons. Macron vient ici à la préfecture Martinique et il dit clairement en fait que, en effet, l'État, des élus et des chefs d'entreprise en fait responsables en fait d'empoisonnement et qu'ils ont fait exprès et c'est pour des raisons économiques. D'accord? Il dit ça clairement. Et il dit qu'en effet, eh bien, penser réparation, c'est un bagage qui juste. Mais en même temps, à même moment, il a dit aussi que mais il ne peut pas, ça est irresponsable d'y penser réparer ces victimes-là. Parce que ça va coûter notamment trop cher. Une remise en question générale face aux députés, c'est l'impression qu'a donné ce matin l'audition des responsables de l'Institut national du cancer. Avec d'abord un message clair sur le cancer de la prostate en Martinique, on s'affole pour rien, trop de diagnostics. Parmi les personnes qui ont un PSA total supérieur à 4 nanogrammes par millilitre, 3 sur 10 ont un cancer de la prostate et 7 sur 10 n'ont en réalité pas de cancer de la prostate. Il y a toujours eu plus de dosage de PSA aux Antilles qu'en métropole, on comprend bien pourquoi. Et d'ailleurs que dans les autres
départements d'outre-mer, quel que soit l'âge. De même, il y a toujours eu davantage de biopsies dans les Antilles et en particulier en Martinique. Le président a même remis en cause la validité de l'étude de référence sur les relations entre cancer de la prostate et chlordécone Caruprostate, tout en la qualifiant en même temps d'excellente étude. L'INCa a renoncé au financement d'une autre étude, Madiprostate, quand l'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en était présidente. Elle a donc justifié son choix par des faiblesses scientifiques des études. Il existe une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate lorsqu'on a été exposé au chlordécone. Mais comme l'ont souligné les députés, 10 ans se sont écoulés depuis le travail de l'INSERM. Simplement, je veux mettre en évidence, cette commission, c'est sa responsabilité, que Caruprostate a été réalisé ou commandé ou mis en œuvre en 2010. D'accord? Nous sommes en quelle année? 2019. Ça fait 9 ans. Et franchement. D'investir non pas pour indemniser, mais pour transformer, réorienter nos filières. À l'issue, en tout cas, de cette séquence du président de la République au Morne Rouge, eh bien, plusieurs réactions sont apparues. À noter celle du député du Sud, justement, Jean-Philippe Nilor, qui s'est finalement dit assez déçu des annonces du président. Je vous propose de l'écouter, de le regarder. On ne peut pas être pleinement satisfait, mais je dois reconnaître qu'il y a une avancée, ne serait-ce que dans la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans cet empoisonnement qui a été commis sur notre territoire et sur l'idée de réparation. Alors, j'ai entendu le président de la République plusieurs fois parler de réparation. Il faudrait savoir jusqu'où il est prêt à aller en termes de réparation. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que les personnes qui ont besoin de savoir si elles sont contaminées à la chlordécone payent elles-mêmes le test. Et il y a des possibilités, il y a des propositions à faire. Il faut le prendre au mot là, lorsqu'il parle de réparation, pour pouvoir aller plus loin. Bon, je voudrais qu'on soit d'accord, parce que j'ai horreur de me sentir humilié. Alors, Donc vous refusez le fonds propre Martinique-Guadeloupe pour indemniser les ouvriers pour l'instant ou la totalité des émissions environnementales par rapport au chlordécone. Et deuxièmement, vous renvoyez cette décision du président de la République à un texte que vous avez émasculé. Donc un texte émasculé est un texte mort. Bon, je ne sais pas ce qu'on en fera. Donc c'est pour le débat. Donc je tiens à vous dire simplement, je suis très déçu. Parce que quand le président Macron a dit ça devant moi, à la résidence préfectorale à Fort-de-France, j'ai applaudi, alors que je ne suis pas de sa tendance politique. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez du courage parce qu'on ne l'avait pas fait avant lui. Personne n'avait fait avant lui. Donc, soyons clairs, la majorité, que vous êtes là, que vous assumez, il n'y a pas de problème. Mais que vous refusez une indemnisation des victimes des chlordécones. Et il y a des gens qui meurent de la prostate, des gens qui ne font pas d'enfants, qui font des enfants handicapés, des malformations génitales, 10 000 hectares, 12 000 hectares pollués en Martinique, en Guadeloupe. Et Madame Christophe Vainqueur, qui est une femme remarquable qu'on connaît, elle propose quelque chose qui est important. C'est pas une question de majorité, c'est une question de santé publique. Donc je note bien que politiquement, vous refusez. Près de 50 ans après l'apparition du chlordécone en Martinique et près de 30 ans après l'arrêt de son utilisation, le constat de ces élus est accablant. À l'aube du 5e plan chlordécone, 12 000 hectares de terres agricoles sont encore pollués, la situation sanitaire est toujours préoccupante et les moyens alloués à la recherche restent dérisoires. Est-ce que nous sommes conscients, oui ou non, qu'on nous propose, on nous donne et on nous installe dans une distribution de miettes de solutions? De miettes de solutions. Parce que l'ampleur du drame n'a rien à voir avec les solutions apportées et surtout les moyens qui sont mis en œuvre. Pour rappel, une commission d'enquête parlementaire a permis de comprendre et de découvrir les raisons et les responsabilités liées à l'utilisation de ce poison à l'époque, a formulé 42 propositions pour engager le processus de réparation des préjudices économiques, sanitaires et agricoles induits. À ce jour, nous restons en attente de leur mise en place, malgré les promesses du président de la République le 27 septembre 2018 d'aller vers la réparation. Bien évidemment, le plan de relance met en avant un accompagnement pour la transformation agricole et l'objectif de souveraineté alimentaire d'ici 2030. En attendant, le territoire se meurt.
les cancers se multiplient. Les agriculteurs qui ont manipulé ce poison pendant ces longues années de tolérance agonisent lentement. Nos bébés naissent avec des malformations. Il est de notre responsabilité d'élus martiniquais de dire très clairement que ces plans chlordécone avec des mesurettes et mises en œuvre nous conduisent à continuer à vivre avec ça pendant des dizaines, voire centaines d'années. Si c'est ça que l'État veut, l'État qui a dit clairement, on ne vous répond pas, vous vivez avec ça. Mais il faut que ce soit clair. Est-ce qu'un politique sert à quelque chose en Martinique? Un homme politique? Je vais vous répondre franchement et brutalement. Hein. Non. Je vais vous répondre franchement et brutalement. Hein. Non. Non, à rien du tout. Rien du tout. C'est un jeu. C'est un jeu JEU auquel il joue. Il y en a qui s'y prennent, il y en a qui ne s'y prennent pas, ce jeu. Mais c'est un jeu. Les élections, par exemple, les élections, c'est du folklore absolu, les élections. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils jouent à un jeu où ils savent très bien que de toute façon le pouvoir qu'ils vont en tirer sera un pouvoir minable qui servira à peu près à rien du tout. Et pire encore, c'est un jeu auquel qui n'est pas dangereux, hein, un jeu qui n'est pas dangereux, mais auquel pourquoi? Parce que ainsi ils ont le sentiment que la République les reconnaît. Voilà, mon vote, je me présente. Mon programme ne sert strictement à rien, parce qu'on sait très bien que c'est pas là-dessus. J'ai vu des élections à Sainte-Anne, j'ai vu des élections à Macouba, j'ai vu des élections où on sait très bien que le programme, c'est-à-dire le sens du projet politique n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le rapport clientéliste à celui qui se présente. C'est tout. Est-ce que ce sera un bon papa? Est-ce qu'il me donnera de l'argent? Est-ce que quand j'aurai besoin d'envoyer mes enfants à la clinique, etc. C'est ça les élections, c'est pas autre chose. Et aller plus loin, n'est-ce pas aussi poser peut-être la question de la sortie, en quelque sorte, de la banane, de la monoculture de la banane? C'est une question qui n'a pas été posée au président ce matin. Alors, la question ne lui a pas été posée, mais lors d'un échange qu'il a eu sur cette exploitation agricole du Morne Rouge, les questions, le débat, la discussion portait sur, en fait, quelle agriculture aujourd'hui et surtout demain. Qu'est-ce que les paysans de Martinique, les cultivateurs, les ouvriers agricoles, les agriculteurs de Martinique peuvent proposer pour nourrir sainement la population de Martinique ou, pareil, même question pour la Guadeloupe. En clair, quand va-t-on sortir de cette agriculture duelle? D'un côté, des cultures pour l'exportation, pour satisfaire les besoins des consommateurs à l'extérieur, en l'occurrence la banane, pendant longtemps ça avait été la canne à sucre, et puis une autre agriculture qui peine, qui est souffreteuse, et qui, elle, produit donc des légumes, des fruits que l'on consomme sur le marché intérieur et qui est mal valorisé parce que ça coûte cher de faire venir des ignames, des dachines, des choux paumés, des tomates, des aubergines, des piments. C'est difficile, ce n'est pas forcément rentable parce qu'on travaille dans de mauvaises conditions, il y a des risques réels, inondations, glissement de terrain, sécheresse, maladies, avec des techniques culturelles qui ne sont pas forcément adaptées, même si nos agriculteurs connaissent parfaitement le relief, le terroir dans lequel ils travaillent, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins rentable. Et donc, on a cette difficulté. D'un côté, les besoins en consommation de produits sains de la population, de Guadeloupe et de Martinique, et de notre côté, le fait que la banane conserve quand même des 15 000 personnes, 15 000 salariés en permanence dans les deux pays qui vivent directement et 15 000 autres qui vivent indirectement, en gros 30 000 personnes sur les deux pays. Mais ce chantage voilà, à l'emploi... voilà, mais c'est ça la difficulté, c'est que ce sont des décisions politiques qui sont à l'origine. On peut imaginer qu'il y aura de l'agriculture de toute façon, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans la banane aujourd'hui, si demain on produit plus pour nourrir la population, mais ils vont idéal. Mais quand vous parlez avec les grands planteurs de bananes, ils n'ont pas du tout ce raisonnement. Or, nous savons que la culture l'exportation de la banane et l'expansion de la banane au début des années 1960 en Martinique et en Guadeloupe a été le fruit d'une décision politique prise par le général de Gaulle. Ça veut dire qu'on peut décider, à partir d'une vision politique du développement de ce territoire, de faire d'autres cultures au pluriel pour ne serait-ce que nourrir la population qui vit dans ces deux pays. Jean-Claude William. Je crois qu'effectivement le président avait indiqué cette voie déjà à l'occasion de sa conférence de presse inopinée ce matin, lorsqu'il a abordé la question du réexamen, disons ça comme ça, de l'abattement fiscal. Il a indiqué, alors... On va y revenir. Hein. Oui, j'imagine bien, mais je crois que c'est intéressant parce qu'à ce moment-là aussi, il avait évoqué la nécessité, dit-il, de diversifier les productions. On lui objectait précisément que, finalement, le pouvoir d'achat
des Martiniquais serait amoindrie. Et il expliquait qu'au contraire, il fallait que ce soit accompagné par une série de mesures, au nombre desquelles il y avait précisément la production, le développement de la production locale, sa diversification, et le fait par conséquent que l'on aurait beaucoup moins recours aux produits venus de l'extérieur, et que la production locale s'en trouverait améliorée, diversifiée. Alors je crois, mais Jean-Marc a raison, nous sommes là encore dans l'intention. L'intention est bonne, je crois qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. L'intention est bonne. Maintenant, concrètement, que va-t-on faire? Et c'est là où je crois qu'il faut souligner le fait que toutes ces mesures qui sont prises là montrent que maintenant le citoyen martiniquais a un rôle à jouer. Maintenant le citoyen martiniquais a un rôle à jouer. Maintenant le citoyen martiniquais a un rôle à jouer. L'une des grandes difficultés, c'est cela. C'est l'absence de mobilisation de la société civile. L'une des grandes difficultés, c'est cela. C'est l'absence de mobilisation de la société civile. Il y a les parlementaires, il y a les politiques. Mais je crois que le moment est venu que les citoyens de base, ça commence d'ailleurs, ça commence. On l'a vu sur la santé. Mobilisation insuffisante, certainement, mais qui démarre. Je crois que la vérité est là. Il faut, à partir des déclarations très positives, très encourageantes du président, lui dire maintenant, voilà, concrètement, comment s'organise-t-on? Vision yo, projet yo, c'est pacifier nous. Il n'y a pas qu'à chercher la paix sociale. La paix sociale, c'est la justice. La paix sociale, c'est l'ordre public. D'accord? La pacification, c'est que, en réalité, il n'y a qu'à refuser l'ordre public, c'est qu'à refuser la justice. Et il m'a qu'à rappeler, en fait, qu'en 2018, Macron venait ici à la préfecture Martinique, et il dit clairement, en fait, que, en effet, l'État, des élus et des chefs d'entreprise, en fait, responsables, en fait, d'empoisonnement. Et qu'ils ont fait exprès, et c'est pour des raisons économiques. D'accord? Il dit ça clairement. Et il dit qu'en effet, eh bien, que penser réparation, c'est un bagage qui gisse. Mais en même temps, à même moment, il a dit aussi que, mais il ne peut pas, ça est irresponsable de penser réparer ces victimes-là. Parce que ça va coûter notamment trop cher. Bien, autrement dit, premier magistrat de l'État français met ordonnancement institutionnel, en tout cas en termes de fonction, et bien Cavini dit nous en fait que pas compter en les réparations ces victimes-là, autrement dit, pas compter en la justice, pas compter que vous avez capé les autres victimes la justice, pas compter que vous avez capé réparation, pas compter que ces criminels-là en fait qui empoisonnaient, qui a condamné, qui a passé devant, qui a demandé, qui a assumé responsabilité, parce que, en effet, lui décidé qu'en fait que c'est pas possible, parce que ça va coûter trop cher et c'est que ça irresponsable. Donc, et c'est ça mon dit tout à l'heure, il faut que nous comprenions en fait que ça qu'on appelle l'ordre public. Ils font dans la justice. Ils font dans la justice. Et qu'à partir du moment où on va refuser en fait la justice, on va refuser en fait la paix sociale. On va choisir le principe du désordre public. Il faut que nous bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous bien comprendre dynamique. Nous, en fait, nous quand même pensons nous en désordre public. Parce que quand même refuser nous en fait l'ordre public, la paix sociale. Mais là, dans le système qui a refusé l'ordre public, eh bien, il a refusé la paix sociale, ça veut dire qu'en fait, le moyen, c'est la pacification sociale. Et la pacification, c'est un terme guerrier. Il a dit en fait que, en effet, eh bien là, c'est par la violence en fait qu'ils obtiennent en fait là. Donc, et que les dernières zones de résistance, faut qu'ils ont pété. Et ils ont pété par les moyens en fait que nous par les moyens de violence, le tribunal, la police, gendarmes, militaires. Et c'est ça en fait que quand on est plein d'autres, qu'a subi et qu'a continué à subir. Et c'est ça nous qu'a subi. Et donc, c'est en ce sens que faut que nous conscients de ça. Faut que nous conscients de ça. Nous, à l'heure actuelle, c'est nous qui défendons l'ordre public. C'est nous qui défendons la justice. C'est nous qui défendons la paix sociale. C'est nous qui dit et qui pas qu'à renoncer à nécessiter que les conditions de paix sociale, les conditions de l'ordre public rétablies ou rétablies. Alors que yo, en fait, yo parlez ça. Yo pas refuser ça.
Mais moi, faire démonstration à travers le plaidoyer humain, justement, puisque m'a présupposé que le carville veut dire certains conditionnements qui font dans l'ignorance. M'en veille comme à l'histoire, et puis on laisse annuler, et puis on a niveau conscience nous, continue là. M'en prends précaution d'y faire une démonstration systématique que nous, Adam, en l'état, en juillet, là, depuis le commencement, c'est Code Noir là qui a géré nous. On fait une démonstration tout à l'heure que c'est Code Noir là qui a géré nous. Et on fait une démonstration aussi que par conséquent, c'est le principe du désordre public qui a régé nous depuis le commencement en fait, des premiers ancêtres. Voilà, la violence. Et qu'il n'y a pas jamais une rupture. Il n'y a pas une rupture puisque le système là fondé, rapport là qu'on a posé vis-à-vis de nous, c'est un rapport de violence, c'est un rapport de désordre public, c'est un rapport de pacification. Et donc c'est un rapport d'assimilation, donc de domination, donc c'est un rapport d'un système de hiérarchisation des êtres, et c'est celui qui est derrière à ce système-là. D'accord? Donc, à partir de là, pour nous permettre en fait ces policiers qui étaient là, dans ça là, prendre conscience en fait dit qui m'en est instrumentalisé. Parce qu'ils ne même pas savent en fait, le gars dit c'est la justice, l'ordre, c'est fonctionnement, etc. Mais qui fonctionne? Qui fonctionne? Mais il faut qu'on sache. Et c'est là en fait, permettre en fait aussi ces policiers de comprendre en fait place dans le système institutionnel là, à travers en fait un ordre qui est fondé en le désordre public, puisqu'il est fondé en la hiérarchisation des êtres, il est fondé en l'injustice, il est fondé en les précisément rapport en fait maître-esclave là, hein, qui est consubstantiel à la Code Noir là. C'est-à-dire en fait c'est le rapport par conséquent, c'est un rapport d'intimidation qui concerne la violence. Donc, à partir de là, moi je dis qu'en fait que actuellement ça peut comprendre en fait que on ne peut pas renoncer à conscience là, à prise de conscience là. Et c'est ça qui a réuni ici. Nous ne pouvons pas renoncer à la justice. Nous ne pouvons pas renoncer à la prise de conscience en fait que Jacques en face, c'est ennemi nous. Et que ça fait tout ça qu'il faut pour nous faire conscience que ça c'est ennemi nous. Qui manière par un système d'intimidation, par un système de violence, par un système de manipulation mentale, par un système de corruption. Et que nous ne pouvons pas refuser tout ça. Nous pouvons et puis ça va jamais porter en patate. La personne. Parce que c'est comme mettre le droit d'autres d'empoisonner nous les autres. C'est comme notre droit d'y violenter nous les autres. D'y emprisonner nous, d'y condamner nous les autres. Et donc par conséquent, on ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Et donc c'est en ce sens que nous, bien assis en fait, légitimité, exigence nous, et puis nous vivons à un moment là en fait, permettre d'y tendre nous, comprendre nous, et que ça permet nous d'y assurance que le savent, dit que ça ne va pas aller. Parce que nous sommes capables de présenter nos systèmes comme un système en fait, qui est tout à fait juste, etc., universel, etc. Démonstration en fait. Et il y a assez, on dit, instruit pour que ça en fait, c'est un musique de comprendre et de discerner tout ça nous expliquer. Donc voilà, donc l'enjeu là c'est là. Et c'est à partir de là que nous, ça m'a la caractéristique hier, dans l'esprit, réaliser les conditions pour que la finalité aboutisse. Que nous, en fait, changer de matrice, ça nous qui font de la justice, comprendre bien, en fait, pour chiffre. En tout cas, nous, nous parlons de génération en génération, nous toujours dans des ordres par rapport à eux. Chaque fois que nous entrons en relation, nous toujours qu'à constater que nous sommes dans une société qui a produit des ordres. Parce que c'est fondamental, parce que c'est structuré, c'est un désordre public, parce que le rapport à nous, c'est un rapport en fait, précisément comme on dit, c'est pas un rapport de justice, mais c'est un rapport d'injustice. Et bien l'institutionnel, l'institué et démonstration scientifique là, juridique là, tout à fait possible. On finit de faire tout à l'heure, hein, et on prend le temps pour faire. D'accord? Donc, c'est nous qui garantons l'ordre public, nous qui parlons de justice, c'est nous qui garantons, qui a exigé le respect de l'ordre public, c'est nous qui garantons, qui a exigé la paix sociale, c'est nous qui garantons, qui a exigé réparation à ces victimes-là. C'est nous qui garantons, qui a exigé que les criminels en fait, ils répondent en fait d'actions. C'est nous qui garantons et qui a exigé en fait que
ma cristalette que nous avons posé nous là, eh bien, qu'il disparaisse et qu'il se place enfin à ça justement, que de génération en génération, nous ne pas jamais la Dieu et que nous allons défendre aujourd'hui ensemble. Merci.